Donc oui, c'est vrai, je suis née dans un hôpital psychiatrique d'une maman schizophrène, un 24 décembre. Alors, c'était pas vraiment un cadeau en réalité. Elle se croyait, poursuivie par les Russes, Ah les ouais. espions russes. Et j'ai dit: «Mais ce moment qu'on passe là, c'est pas un moment incroyable?» On enlève de la charge mentale. Déjà, dites merci tous les jours, c'est pas une blague. Un vrai merci d'avoir vos jambes, de marcher, Mmh. de respirer, d'être aimé, d'aimer. Remerciez pour ça tous les jours. Bienvenue dans Pourquoi? Parce que, le podcast qui donne la parole aux femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a à cœur de donner la parole à ces femmes inspirantes pour aider, transmettre, inspirer, peut-être qui sait changer des trajectoires de vie, voire changer des vies en mieux. Du moins, c'est notre intention. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir pour ce troisième rendez-vous Stéphanie. Alors Stéphanie, notre premier contact s'est fait en visio. Tu es sur Aix-en-Provence, donc merci de faire la route pour nous rejoindre. Et en fait, ça a été une évidence, cette rencontre. La première fois que je t'ai découverte, tu as démarré presque, enfin du moins c'est ce qui m'a impactée en disant: «Je suis née dans un hôpital psychiatrique», donc waouh, ça fait. Et tu as enchaîné sur un parcours de vie, un projet aujourd'hui qui s'appelle Rayonnance Pro, qui résume finalement de ce démarrage de vie, ce que cette richesse que tu vas donner aux autres et notamment aux femmes. J'ai adoré lire qu'on peut changer la charge mentale en énergie positive. Donc tu vas nous expliquer tout ça. Donc merci vraiment pour avoir accepté l'invitation. Et la première des questions, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'être avec nous aujourd'hui et de prendre la voix? D'abord merci, hein, de me donner la voix, de me permettre de porter ma voix. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, la voix. C'est un message et puis c'est aussi un contenant. Donc pourquoi j'ai accepté? C'était aussi une évidence quand je vous ai rencontré, Michel et toi. Pourquoi? Parce que c'est une question que je me pose des dizaines de fois par jour et que je pose aux personnes que j'accompagne. C'est le sens de la vie. On a toujours un pourquoi dans ce qu'on fait. Derrière ce qu'on fait, il y a toujours un pourquoi. Donc pourquoi? Parce que pour moi, c'est une évidence et c'est la question que je pose plusieurs fois par jour aux gens. Pourquoi tu en es là aujourd'hui? Parce que quand j'étais enfant ou parce il m'est arrivé ça dans ma vie. Et c'est un peu le sens de la vie. On donne du sens à nos actions, de la valeur à nos actes. Et c'est une vraie question. Pourquoi? Parce que. Et parfois aussi, on peut envisager le pourquoi justement sur quelque chose qui te donne une vision et qui va te permettre, moi j'aime à dire ça, hein, quand on a un pourquoi fort, intrinsèque, vibratoire, finalement toutes les embûches qu'on peut avoir sur un parcours de vie, on va les surmonter parce qu'on a déjà cette vision. Et la vie, c'est des très bas. Toi, tu as démarré peut-être par du très bas. Et c'est des montagnes russes émotionnellement et qui enrichissent ou qui. Donc toi, ton pourquoi fort aujourd'hui, au-delà de porter la voix, c'est quoi qui te fait aller vers l'avant et te donne envie d'accompagner toutes ces personnes, ces entreprises, ces parcours? Alors, je te rejoins. Un pourquoi causal, pourquoi on fait les choses dans nos racines et pourquoi faire, pour aller vers quoi. Donc moi, j'ai vraiment dans ce moment qu'on est en train de vivre, je sens très bien en moi le pourquoi, dans quelle racine ça prend naissance, mais aussi pourquoi faire aujourd'hui pour, euh, pour donner aux femmes, pour donner envie aux femmes de porter leur propre voix. Je pense que l'humain apprend beaucoup par mimétisme et plus on sera nombreuses à porter notre voix, plus on donnera envie à celles qui nous écoutent de porter la leur. Parce que finalement, aujourd'hui, c'est pas si facile d'être entendu, c'est pas si facile de Complètement. parler et surtout de parler des vraies choses, de parler de ce qui se passe en nous. C'est encore très complexe parfois. Et souvent, l'inspiration, elle passe par le témoignage d'un vécu profond qui va faire écho à celles qui vont écouter aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de nous partager comment tu t'es construite, toi, par rapport à ce démarrage de vie très, enfin voilà, peut-être violent, très, comment tu as avancé et tu es la femme que tu es aujourd'hui, qui paraît, quand on te voit, très posée, très
sereine, mais j'imagine que voilà. Le chemin n'a pas été toujours serein. Donc oui, c'est vrai, je suis née dans un hôpital psychiatrique d'une maman schizophrène un 24 décembre. Alors, c'était pas vraiment un cadeau en réalité pour ceux qui étaient à côté parce que cette naissance a cassé une famille, a fracturé, j'avais déjà un frère et une sœur. Ils avaient une famille, un père, une mère et ce cadeau de Noël a quand même fracturé cette famille parce qu'on a une maman schizophrène dans un hôpital psychiatrique. Bon, bah, elle n'était pas en mesure d'accueillir ce bébé, donc j'ai été placée, elle aussi. Et le début de ma vie a commencé par cette première séparation, une déchirure. Et ma vie a été finalement jalonnée comme ça de séparations extrêmement fracturantes, mais qui au final m'ont construite aussi. Donc naître dans un hôpital psychiatrique d'une maman schizophrène, ça marque une vie pour toujours. Et puis Mmh. ça donne la couleur de ce qui va se passer par la suite. Et vivre avec un parent psychotique, c'est vivre dans des dimensions parallèles, Mmh. dans un monde qui n'existe pas, avec quelqu'un qui n'a aucune limite. Donc c'est romanesque, c'est incroyable, c'est hallucinogène, ou je ne sais pas comment le Ouais. dire. C'est violent, c'est déstructurant, c'est... Voilà. Donc la première étape, c'est celle-ci. Puis la seconde séparation, c'est une fois que je suis revenue, donc ma maman a été placée, moi aussi. Et puis au bout de, je pense, une petite année, elle est rentrée dans sa famille, moi également. Elle a eu encore un autre enfant. Et lorsque j'avais 2 ans et demi, elle m'a enlevée avec mon petit frère et on a vécu en vase clos pendant 6 ans avec elle, mais en vase clos. En vase clos, et elle se croyait poursuivie par les Russes, Ah les ouais. espions russes. Donc on vivait en Dans traque, la peur dans la peur, permanente. et avec une maman armée jusqu'aux dents, puisqu'elle pensait que son mari était le Shah d'Iran et qu'il fallait Vous sauvez, enfin vous nous protéger. sauver, je ne sais pas, mais en tout cas s'échapper, puisque derrière ça, il y a tout un complot dans sa tête. Et donc l'histoire était de déjouer ce complot, de déjouer les micros, enfin voilà. Donc on a vécu dans cet univers, sans école évidemment, sans accepter l'aide des autres, parce que l'autre est dangereux. Donc ne pas accepter qu'on nous donne à manger, ne rien accepter des autres, Ouais, c'était dans la la loi, méfiance et dans la permanente en méfiance. fait. Et voilà, j'ai grandi comme ça, en comprenant très tôt que cette maman était inapte. Enfin, Tu l'as perçu. Tu as ressenti que ce qu'elle vous représentait, c'était pas la vraie vie. Comment tu as réussi à avoir ce... alors, on a vécu des choses complètement incroyables. On pourrait faire un film, autant dans la liberté extrême que dans la violence absolue. Mais ce qui m'a permis de voir que c'était pas la vraie vie, c'est juste un exemple. Euh, on habitait un moment dans un petit village, pas son village natal, mais là où il y avait sa famille. Et quand elle ne savait pas où nous mettre, parce qu'elle partait sans arrêt, elle était très occupée, il fallait déjouer quand même des Des complots complots. mondiaux. Voilà. Ouais. Elle nous posait de temps en temps dans une école. Je dis dans une école parce que parfois je pouvais faire 3 écoles dans la même journée. Et c'est là où je m'en rendais compte quand même que ces élèves, eux, avaient leur école. Moi, j'arrivais à 8h30 du matin, mais à 10h, ça lui prenait. Elle venait me chercher, me tirer par la main, la maîtresse de l'autre. Et ça m'a permis de me dire, c'est pas normal quand même ce que je vis. Et très tôt, j'ai essayé de parler justement, de porter ma voix et de dire ma maman est malade. Mais là, personne ne me Personne n'a croyait, entendu. Ouais. parce qu'il faut savoir qu'elle disait que c'était mon père en fait qui était fou et qu'elle Elle était en protégeait ses danger. enfants, qu'elle était en danger. On est même passé plusieurs fois au tribunal euh, pour la protéger de son mari violent. Oui, elle avait une force de conviction qui Énorme, faisait que les gens énorme. la croyaient sans aucun doute. Ce qui C'est- fait peut-être que les services sociaux ne se sont pas intéressés à ce que vous enduriez avec... Alors déjà, il y a 45 Oui, ans, oui. quasiment Les choses ont 50 évolué. ans, les choses ont beaucoup changé. Mais il y a 50 ans, un malade mental, on ne voulait pas le voir, c'était des problèmes. Et donc, on ferme les yeux. L'école, les enfants rentrent et sortent 3 fois par jour, ils changent d'école comme de C'est pas chemise, un souci, c'est oui. pas un souci. Alors qu'ici, aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est bien impensable. sûr, oui. Mais tout ça, à l'époque, on veut surtout pas d'histoire.
parce qu'un fou, comme on appelle un fou, par définition, c'est une altération mentale, donc il n'y a pas de limite. Et quand on a affaire à un fou, on a des problèmes quand même. Ouais, 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 ouais. Donc nous, on a vécu dans ce village, justement, je me rappelle, moi j'étais la fille de la folle, mon petit frère à la main, qui était plus petit que moi, le protégeant, mais clairement, hein, je piquais dans la petite supérette pour manger, on dormait là où on Ah. pouvait, notre mère rentrait pas, on était avec nos deux chiens, un peu comme sans Oui, famille, quoi, en hein, errance, en en errance. nomade permanente. Les adultes n'ont pas bougé le petit doigt à cette époque-là. Et donc ça, c'est déjà une histoire de voix, parce que les quelques fois où j'ai osé dire, je me souviens, ma mère m'a laissée dans un train, elle m'a vraiment abandonnée dans un train, c'était son projet. On prenait le train parce qu'on allait de gare en gare, il ne fallait pas qu'on nous trace, donc il fallait brouiller les pistes. Et une fois installée, elle me dit, ben, je redescends chercher des sandwichs, reste là, garde la place. Et le train part, c'était le corail à l'époque, Quelle angoisse, tu as dû... les portes restaient ouvertes. Ah, Le corail partait, ouais, c'était pas comme le oui, TGV où oui. tout se ferme. Et donc moi je cherche, je me dis mince, elle a été retardée, je descends. Et pendant que je descends, elle me voit descendre et elle monte. Et là je me retrouve sur le quai de la gare, je dois avoir 5 ans, 6 ans. Et donc je suis dévastée, quoi. Le train part et pour moi ma mère et mon frère s'en vont, je sais pas quoi faire. Et là je suis récupérée par un couple de personnes âgées, très gentils, qui me demandent ce qui se passe et je leur dis, ben, ma maman est partie et ils m'amènent à la gendarmerie. Et comme un petit robot, je dis, appelez mon papa. Je donne le numéro que j'ai encore en tête, hein, son numéro de téléphone fixe. Et ma maman est malade et il faut la soigner. Mhm. Et là, rien, il va y avoir rien qui se passe. Alors après, ben, je perds la mémoire parce que je pense que quand on vit de tels chocs dans la vie, Oui, c'est pas je il y a pense, un déni qui s'opère en il y a fait, une sorte de mémoire sélective. sélective, une absence même psychique. Qu'est-ce que je fais après? Comment je la retrouve? Je ne sais pas. Combien de jours il se passe? Je ne sais pas. En tout cas, mon père habite dans la région ici et je suis dans l'Aude. Donc, de toute façon, ce n'est pas mon père qui vient me chercher. Et voilà, d'événement en événement où j'ai essayé de dire, même aux maîtresses, ma maman, ça ne va pas, elle est malade. La stigmatisation était beaucoup plus forte. C'est de dire, ben, c'est des enfants perdus, leur mère est folle, on ne veut pas de problème. Et on a quand même On écarte le Voilà, regard et on ferme les oreilles, on n'entend pas. c'est ça. Et donc, ce parcours, aujourd'hui, tu prends la voix. Évidemment, ça fait la femme que tu es aujourd'hui. On se construit hein, avec toi, beaucoup d'endurance et de... C'est quoi aujourd'hui les valeurs, parce que ça, la femme que tu es a des valeurs, bien évidemment, les valeurs qui font que c'est non négociable. Parce que peut-être tu as accepté étant jeune, aujourd'hui, la femme que tu es, voilà, c'est telle valeur, quoi qu'il arrive, je ne veux pas fermer les yeux et passer outre, et c'est le pilier de ce que je veux vivre aujourd'hui. Alors, déjà, de cette histoire, j'en ai fait un métier, pas tout de suite, hein, parce que j'ai d'abord fait mon droit. Je savais que je voulais être neuropsychiatre, mais c'était impensable dans ma famille, puisqu'après, elle a passé son temps en psychiatrie, donc c'était impossible. Mais j'en ai déjà fait un métier qui repose sur une valeur, c'est de ne pas fermer les yeux sur la souffrance. Et donc, quelle que soit la personne que je rencontre dans ma vie, si je vois la souffrance, je tendrai la main. Ça, pour moi, c'est une valeur forte, de ne pas faire semblant de ne pas voir. Ça, c'est la seconde que ma mère nous a offert, alors qu'elle a été enfermée toute sa vie, enfermée dans la folie, mais enfermée après dans les hôpitaux. C'est la liberté. Parce que quand on a vécu muselé, elle a été muselée. Un psychotique dans notre société, il est muselé. On ne lui donne pas de voix, on ne lui donne pas de place. On l'infirme en permanence. Et la première chose qu'on fait quand on s'en saisit, et je suis désolée de dire ça, mais c'est encore la réalité en psychiatrie en France, on met sous camisole chimique, on fait taire la personne. Oui, on neutralise en fait. Voilà, on neutralise. Il n'y a pas d'espace pour se raconter. Et donc, finalement, cette deuxième valeur, c'est la liberté. La liberté de se dire, quoi qu'on ait à dire, c'est fondamental de pouvoir le dire. Et ça, c'est deux valeurs qui m'animent chaque jour. Et je dis bien quoi qu'on ait à dire.
il y a des choses très dures à dire. J'ai écouté pendant 20 ans des gens dans mon cabinet qui parfois n'arrivaient pas à dire un mot, Mmh. sortir le premier mot. Donc on pense que parler c'est facile, parler pour rien dire c'est facile, mais parler pour vrai dire c'est difficile. C'est beaucoup plus C'est complexe, ouais. beaucoup plus complexe. Et parler pour mettre à l'extérieur de soi, c'est encore un exercice, une introspection, trouver les mots pour mettre sur nos mots MAUX, c'est des fois très très compliqué, très souffrant. Et c'est pour ça qu'on parle de paroles libératoires. En fait, le simple fait de pouvoir exprimer, va peut-être désencombrer ce qu'on met de côté, ce qu'on étouffe. Tu le ressens Oui, comme ça, toi, quand tu accompagnes les personnes? non Je sais seulement je pas. le ressens, mais la parole, c'est déjà le premier soin qu'on peut apporter à quelqu'un, c'est de lui donner un espace de parole sécurisé, installer de la sécurité psychologique et lui donner tout le temps pour qu'il trouve les mots. Et parfois, il faut aller. Moi, je sais que mon histoire m'a beaucoup aidée parce que comme j'ai vécu des choses absolument Mmh. inimaginables, quoi qu'on me dise, je ne suis pas surprise. Ouais. Mmh. Donc, dans mon stock, là, à l'intérieur, j'ai à peu près tous les mots, Ouais. même sur les pires choses, pour Pour nommer pouvoir ça. les entendre Voilà. et être, Et puis les dans nommer pour l'écoute. l'autre, en lui disant, ben, peut-être que je vais te raconter quelque chose, et si des mots font résonance pour toi, utilise-les pour mettre ton histoire en mouvement. Et le seul fait de raconter quelques bribes de ma propre histoire, qui est dingue, bah, ça décontracte en fait les gens. Mmh Dire, mh. bon, elle est Bon, en capable de disant me raconter finalement, ça. ce qu'elle a vécu, c'est tellement au-delà de ce que peut-être aussi dans une échelle, tu sais, tu as ce côté humain de est-ce Mais que c'est peut-être aussi que ça leur enlève la honte. Tu sais, il y a beaucoup de de honte. honte, oui. Quand on a souffert, euh, c'est Boris Cyrulnik qui raconte ça très très bien. Quand on a souffert, on a honte d'avoir souffert. Donc pendant des années, on se tait, Comme si on était coupable en comme fait si de on cette était coupable. souffrance, ouais. Et puis parce que les autres nous regardent aussi avec cette espèce de regard, on n'est pas normaux. Ça dérange en Ça fait, dérange, on ouais. Mmh. dérange. Mmh. La personne qu'on est dérange. Donc on a honte. Et le fait de donner les mots à quelqu'un, des mots forcément qui stoppent, hein, quand on exprime quelque chose de fort, moi je sais, personne ne parle à côté. Mmh. Ça crée un silence et là tu te dis, est-ce que j'ai dit une bêtise? Ouais, ça glace Ça un peu, glace. ouais. Mmh. Et en fait, passer ce glacement, ce freeze, ce glaçon, ça permet à la personne de modéliser sa propre pensée et de trouver son propre mot. Mmh. Et c'est un mot pour un autre mot, et puis c'est comme ça que ça fait des phrases, et puis des récits de vie, et voilà. Alors dans le parcours du podcast, j'aime à dire, mais toi ça va être, je pense, pas un exercice que tu vas avoir envie de vivre. Mais souvent, je dis, si tu devais revenir à la jeune femme d'il y a 20 ans, 30 ans, peut-être que toi, tu n'as pas envie de ça. Mais l'idée, c'est d'impacter ces femmes, ces jeunes femmes qui ont encore aussi un parcours de vie à explorer. Donc, ma question, adapte-la comme tu veux, mais voilà, à la jeune femme que tu étais, avec ton parcours aujourd'hui de femme mature, qu'est-ce que tu aurais envie de lui donner comme arme, comme mot, MOTS, pour peut-être faciliter, appréhender ce chemin de vie? Alors, en vrai, ça ne pose pas de problème de voyager dans mon histoire. Ok. Aujourd'hui, j'adore mon histoire. Je suis très fière d'être née de cette mère. Pendant longtemps, je croyais que j'étais Cosette. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis née d'un super-héros. Elle m'a Ah, donné des super pouvoirs et c'était une femme extraordinaire. Donc depuis qu'elle est morte, elle est partout et elle m'inspire encore aujourd'hui parce que c'est aussi pour elle que je suis là, et j'ai vraiment envie de lui dire merci maman, de tout mon cœur. Mais à la jeune femme que j'ai été, il y a eu un moment fort, enfin plein de moments forts, je sais pas, mais celui qui me vient là quand tu me parles, j'ai été anorexique boulimique pendant très longtemps, mais c'est pas étonnant avec une histoire mm. pareille. Et j'ai vécu du coup je cachais cette maladie, et c'était encore une histoire d'être muselée, de pas dire.
Et j'ai accompagné beaucoup de personnes qui ont ce trouble-là. Et à cette jeune femme que j'étais à 24 ans, donc il y a 30 ans, le temps passe, heu, je lui dirais: «Tu as tout en toi. Tu sais mieux que personne de quoi tu as besoin. Alors n'écoute pas les autres». OK. J'aurais aimé avoir une maman qui me dise: «Toi, tu sais mieux. Tu sais que» Fais-toi confiance, en fait. c'est au-delà de te faire confiance, tu écoute-la. Écoute la voix à l'intérieur de toi, elle te parle. Cesse le brouhaha, fais taire les uns les autres, la société, les codes, et cetera. Mmh. Écoute-la, c'est là que ça se passe. Alors je sais que c'est incompréhensible à dire, hein, quand on est vraiment dans la misère, on a du mal, comment écouter, c'est compliqué. Mais c'est déjà en faisant le silence et il faut le savoir qu'on a tout là. C'est un trésor, On a ces super pouvoirs en nous, c'est en ça. fait. Il faut pas attendre du reste du monde, donc Personne personne ne fera le chemin à ta place. Tu vas trouver des mains tendues, prends-les, mais c'est toi qui vas faire le chemin. alors tu disais, tu es en connexion permanente avec ta maman, donc des liens invisibles qui restent évidemment, ancrés. Est-ce qu'il y a d'autres femmes, puisqu'on est, dans un univers féminin, qui ont, compté des gestes, des mots, des liens que tu as créés de femmes, alors, célèbres ou non célèbres, hein, mais qui vraiment, ont été à tes côtés et ont aidé aussi à aller vers cette, trajectoire de vie? Est-ce que tu as des femmes qui te viennent à l'esprit? Bon, on l'a dit, ma mère est en haut de l'affiche. Quand je suis rentrée donc chez mon père, j'avais 8 ans. J'étais un sauvage, parce que j'ai vécu Mmh. vraiment dans un vase clos, à moitié dans la rue, livrés à nous-mêmes. Et il a fallu que j'acquière très vite les codes. Donc pour ça, il m'a mis au conservatoire de danse classique. Et là, j'ai une prof de danse très rigide, très dure, mais qui n'avait pas d'enfant, qui était, comme on dit, vieille fille, mais qui s'est pris d'affection pour moi, alors que j'arrivais décoiffée dans tous les sens, en retard, parce que ben, je n'avais pas de maman qui m'amenait à la danse. Eh oui. Donc mon chignon, quand il était fait, était de travers. Enfin bon, elle m'a pris vraiment en amour, et tellement en amour que, enfin en amour dur, hein, mais juste, je sentais que j'étais un peu sa chouchou, j'en avais même honte, ça me gênait. Mais elle a ouvert une vie pour moi. Elle a, sans me le dire, elle m'a fait un cadeau incroyable. Elle croyait plus en moi que je ne pouvais y Mmh. croire, forcément. Elle a fait venir un danseur étoile lors d'une audition et elle m'a ouvert les portes de l'Opéra de Paris pour Ah! que je Ouais. rentre petit rat. Et elle a cru en moi, comme j'ai vu dans ses yeux l'espoir d'une étoile, mais pas juste pour le succès ou la gloire. C'était: «Crois en ton chemin», en fait. Mmh. Son message qu'elle m'a livré, c'était Un celui-ci. message d'espérance, en fait, elle te D'espérance, de force, de tout transcender, en fait. Elle me disait: «Tu as quelque chose qui ne s'achète pas, mais tu ne le vois pas, c'est la grâce». Je me disais: «Mais de quoi elle me parle?» quel âge tu avais? J'avais 8 ans, Ouais. 9 ans après, et mais moi, je me sentais un vrai garçon manqué. Enfin, je montais aux arbres, j'avais les jambes arrachées. Enfin, Oui, j'étais: tu «De étais quoi me vraiment pas dans parle-t-elle?» les codes des petits rats de Pas l'opéra. du tout, et pourtant, j'ai vécu cette aventure incroyable. Et puis la deuxième femme, alors elle, qui m'inspire aussi encore chaque jour, c'est Simone Veil. Ah oui, elle est souvent, nommée, hein, c'est fou comme elle est dans notre, Mmh. héritage, en fait, féminin, hein. Pour sa résilience, d'avoir vécu les camps et d'avoir fait face dans l'intimité de l'ombre de sa vie à ses angoisses, à ses reviviscences de tous ses traumas, et les avoir autant transformés. Elle les a vécus tout en les transformant, et ça, j'ai beaucoup d'inspiration pour ça. Je la suis, depuis longtemps, parce que même si elle nous a quittés, elle est toujours là. Pendant que je faisais mon droit, elle était très présente, mais non pas pour son côté, monter à la Engagement tribune. politique. Bien sûr qu'il est fort et qu'il doit être entendu. Elle a pris des positions qui ont changé la vie des femmes, mais au-delà de ça, c'est sa résilience qui m'a touchée. C'est vraiment, son parcours, ce qu'elle a fait de son histoire, de ce drame, elle en a fait quelque chose de puissant, d'impactant. Puissant et elle l'a Elle a offert transmis. aux autres femmes.
Dans un parcours, parfois chaotique, on a, des moments où on se dit: «Mais quelle erreur j'ai faite en fait?» Souvent, je le dis, hein, régulièrement, on met en avant la réussite en disant: «Waouh, par rapport Stéphanie, tout ce qu'elle a vécu, elle en fait une force, une richesse». Mais il y a aussi, j'imagine, des erreurs qui t'ont construite et qui peuvent, du coup être de vrais, atouts dans une vie pareil, en voulant, faire écho à des femmes qui peut-être, là, viennent de faire des erreurs et se culpabilisent ou se dévalorisent. Est-ce que toi, dans ta vie, il y a une erreur en particulier qui t'a, sur le moment, fait dire: «Mais, ça va pas le faire» et qui finalement, avec le recul, te dit: «Mais grâce à cette erreur, hem» Alors, les les erreurs, j'en ai fait plein, ouais. mais je les ai jamais vécues comme des erreurs parce que ça m'a appris. En Ah. revanche, j'ai vécu quelque chose comme une erreur parce que ça m'a été transmis comme tel et pour avoir entendu des gens, dans ma grotte du cabinet, je sais qu'on peut s'en vouloir de choses dont on ne peut pas être responsable. Longtemps, je me suis vécue moi-même comme une erreur. Mmh. Parce en naissant, en plus un 24 décembre et fracturant comme ça une famille, et le roman familial faisait que quand même dans la bouche de ma sœur et parfois mon père, je sentais bien que, mon arrivée, c'était une erreur en fait. Donc moi, je me suis vécue comme une erreur longtemps et je me suis comportée comme une erreur. C'est-à-dire que j'ai longtemps, tenté de racheter ma Mmh. venue au monde. Donc de me mettre au service de tout le monde, de toutes les causes pour, avoir le droit d'exister finalement. Et ça, c'est lourd, c'est très, très lourd parce que finalement on s'oublie. On s'oublie en se croyant une erreur. Et puis un jour, je me suis dit que c'était la plus belle erreur de ma vie que d'être venue au monde parce qu'aujourd'hui je sais pas comment j'ai pas les mots pour dire que j'aime tellement ma vie, j'aime tellement la vie que c'est la plus belle erreur de Mmh. ma vie d'être venue au monde. Parce que l'expérience humaine, l'expérience de la vie, malgré tous les malgrés, c'est c'est incroyable. Donc voilà, c'est elle, finalement, quand je doute, je me dis, tu es venu au monde pour quelque chose. Tu as traversé tout ça pour quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Alors oublie-toi, c'est pas toi le sujet, avance et va faire ce que tu as à faire. Tu as une raison d'être sur cette terre. Sinon, tu serais pas né dans les conditions dans lesquelles tu es Tu es né. née. Tu serais morte déjà tellement de fois. Donc, si tu Mmh. es là, c'est pas une erreur, c'est une chance. Alors, Alors, magnifique transition parce que, il y a ce fameux moment signature où je demande aux femmes, que j'interviewe, de terminer notre message ADN de la marque qui est: «Pourquoi je veux être une voix?» Si tu devais finir ce «Pourquoi je veux être une voix», toi Stéphanie aujourd'hui, par un «parce que», tu le terminerais par quel «parce que»? parce que j'ai envie d'aider les femmes à retrouver leur parole. Déjà, rien que ça. J'ai 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 envie d'être une lumière dans le noir. Parce que c'est quand tout va bien, on a besoin de Mmh. personne. Mais si ma voix peut, dans l'ombre des nuits des femmes, apporter juste une petite lumière, alors j'ai fait quelque chose. Merci, merci. Je pense que tu vas éclairer beaucoup de chemins, des femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Ton état du moment, parce que tu as parlé tu accompagnes en cabinet. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, tu ouvrais aussi, cette écoute au service, du monde de l'entreprise et notamment de cette fameuse charge mentale, alors qui est souvent, rattachée à l'univers féminin. Est-ce que c'est vraiment féminin, cette charge mentale? Éclaire-nous un peu et parle-nous de ton actualité du moment. Alors, la charge mentale, je pense que ça concerne tous les humains et le cerveau, parce que le Ouais, cerveau pense sa vie à penser, il est fait pour ça. Donc, il est chargé de penser et c'est lourd parfois, parce que ça tourne tout seul sans là-haut. cesse, ouais. Donc, ça concerne tout le monde. C'est vrai que les femmes sont plus vulnérables, c'est certain, parce qu'elles cumulent beaucoup de rôles.
avec la charge de la responsabilité d'humain. Cette responsabilité-là, c'est très lourd. Les enfants, la femme porte, elle porte la vie, et donc elle porte une responsabilité bizarrement, hein, du soin à l'autre, de faire vivre les autres. Donc leur charge mentale est colossale. Et ça, c'est comment on peut les aider, comment on peut les soutenir là-dedans. Alors oui, j'ai travaillé 20 ans en cabinet. Aujourd'hui, je porte un projet avec 3 autres jeunes femmes. C'est un projet de femmes pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on n'accueillera pas Ouais. d'énergie masculine, pas du tout. 3 jeunes femmes. Et l'idée, c'est d'ouvrir un projet beaucoup plus grand que nous, de s'occuper de la santé mentale au travail, d'accompagner la santé mentale des dirigeants femmes, mais des dirigeants aussi des hommes. Mais c'est vrai que les femmes ont des besoins particuliers sur le sujet. Donc c'est aussi notre mission d'œuvrer là-dedans, et surtout d'œuvrer apporter notre pierre au monde dans ce fléau aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que la santé mentale, c'est un sujet, c'est un enjeu majeur De santé de santé publique, hein, publique, pas que dans le monde de l'entreprise. On est le premier pays au monde de consommateurs de psychotropes, il faut quand même le savoir. Les psychotropes, ça nous enlève une bonne partie de notre liberté et de vitalité. Et puis, la santé mentale, ça regroupe, en termes de volume, le cancer, le diabète et les troubles respiratoires réunis. C'est un énorme sujet. Donc, l'idée, c'est de lancer un projet d'entreprise. On est toutes les 4 très motivées à apporter notre pierre à ce vaste sujet. Très bien. Il y a beaucoup à faire dans beaucoup de manières. Oui, quels que soient les métiers, hein. Quels que soient les métiers, on pense aux jeunes aussi, on pense aux étudiants, on pense aux enfants, on pense à l'école, on pense aux soignants, on pense bien sûr aux dirigeants, mais en fait, du bébé au vieillard, tout le monde est concerné. Bien sûr. Parce que tant qu'on n'aura pas compris que c'est notre esprit qu'on doit changer, c'est notre stress qu'on doit réguler. Je dis souvent ça un peu pour éveiller les esprits, mais on peut créer autant de solutions technologiques, par exemple, pour protéger la planète, tant qu'on se comportera comme des pollueurs, Ça ne ça ne fera changera mal. pas. Donc, mon premier message, c'est vraiment de dire, et c'est peut-être ça que je voudrais aussi transmettre, peut-être une chose qui peut changer la vie, une phrase simple, c'est se lever tous les matins et se demander: qu'est-ce que je veux transmettre au monde aujourd'hui? Quelle empreinte relationnelle je veux laisser? Est-ce que je veux être un pollueur, ou est-ce que je veux être un éco-leader, ou une personne qui va nourrir chaque relation, chaque regard que je vais croiser? Et je pense que déjà, si chacun de nous, quand on se lève le matin, on se disait: mais quelle trace, quelle empreinte? Mettre cette intention Voilà. sur la journée et pourquoi pas le soir. Moi, j'avais à mon fils, mon dernier qui a 17 ans maintenant, très tôt, je lui ai, appris au moment de se coucher à refaire un peu la journée et voir ce qui l'avait rendu heureux. Il y a toujours un moment, en fait, et je me rappelle toujours d'un soir où il me disait: «Tu sais maman», il devait avoir 12, 13 ans: «Franchement là, je trouve pas, enfin j'ai pas de quoi». Il est arrivé de l'école, ronchon, et j'ai dit: «Mais ce moment qu'on passe là, c'est pas un moment incroyable?» Et il m'a dit: «Ah mais oui». Donc toujours nourrir en fait son cœur d'émotions et comme tu dis, avec cette soif de transmettre et aussi de nourrir de choses qui nous font avancer dans le bien-être, dans l'amour et s'endormir avec ça. C'est important aussi. Mais tu donnes le secret, parce que vraiment, c'est le secret. Tu disais: «Comment on peut alléger la charge mentale?» En regardant ce qui est positif. Mais c'est pas une blague, parce que on est de la chimie. L'humain, c'est de la chimie. Le moment qu'on passe là, pour ma part, c'est un moment de partage et de plaisir. Donc mon corps, même s'il y a une petite tension, D'être filmé et de peut-être de de transmettre ce qu'on a envie transmettre de. aussi, puis d'être, pour le coup, le plus utile possible, donc de ne pas m'égarer, puis d'être vraiment là présente. Ça génère peut-être une petite tension, mais c'est des hormones de plaisir qui circulent en moi, et j'espère que dans ton corps, tout Pareillement, autant. oui. Mais quand je vois ton sourire, oui, je le pense. Oui, oui. Et ça, c'est chimique. Donc si tous les jours, tu te concentres plus longtemps sur des choses qui te déclenchent de la chimie libératrice, des bonnes hormones. C'est pas qu'il y a des mauvaises hormones, mais on va dire des hormones
de joie, de Oui, l'ocytocine, d'en des créer quelque endorphines. chose de Tu, joyeux. tu peux les créer, ces hormones-là. Tu peux les créer en respirant, en souriant. Déjà, tout seul dans ta glace, tu peux toi-même changer la chimie. Donc, le soir, quand tu t'endors, tu peux t'apprêter à passer une sale nuit. Si tu t'imagines que, ben, je sais pas, moi, ton Tu mari est retiens en que le train de... négatif. Voilà, Bah oui. tu vas t'endormir et produire du cortisol beaucoup trop pendant ta nuit, te lever le matin fatigué. Alors, c'est vrai, tu as raison, tu as donné le secret. Comment on enlève de la charge mentale. Déjà, dites merci tous les jours, c'est pas une blague. Un vrai merci d'avoir vos jambes, de marcher, de respirer, d'être aimé, d'aimer. Remerciez pour ça tous les jours. Ça va déjà changer la chimie. Et puis, regardez tout simplement les gens qui sont à côté de vous. Si vous les aimez, c'est la chose la plus nourrissante. Ouais. Ça va faire baisser la charge mentale. C'est simple, mais faites-le et respirez. Et Respirez. au quotidien. Et au quotidien. Et pas que quand la vie donne des aléas qui font qu'on est suffoqué. Et après coup, c'est terrible, hein, mais l'humain est fait comme ça, de dire ah mais finalement j'aurais dû apprécier ce que j'avais, C'est j'en vrai. étais pas conscient, et donc de se le rappeler tous les jours, ça permet de mieux respirer. C'était un bonheur, Merci. donc tu l'as bien ressenti. Il y a un moment, un rituel dans ce podcast où on a eu à cœur. Alors sur notre t-shirt, on a des messages. On démarre, hein, donc on a quelques messages, mais les prochains vont être autour de pourquoi je veux être une voix. D'où ce parallèle entre ces podcasts et notre collection. Et on a édité des cartes postales. On a à cœur d'en offrir à notre invitée pour voir laquelle elle va choisir et qu'elle nous explique pourquoi. On a la première qui est notre marque Pourquoi Parce que, avec une fleur qui est le coquelicot. C'est pas anodin. On a choisi cette fleur parce que déjà la couleur nous met en joie, enfin moi personnellement me met en joie, mais derrière le coquelicot il y a ce côté fragile et fort à la fois, c'est-à-dire un coquelicot il est capable de fleurir entre deux caillasses, improbable, mais dans un univers sain. Et ça montre aussi sa force. Et voilà, donc ça, c'est notre fleur emblématique. On a ce message, pourquoi j'ose, parce que je veux tout avec un diadème. Alors, non pas le côté, on est toutes des princesses, mais peut-être, ça, c'est très féminin. On a envie d'être épanouie sur tous les plans de notre vie. Donc, on l'a avec un diadème ou on l'a avec un jeu de cartes construit avec des cœurs. On a deux autres cartes sur le thème du rêve, parce que rêver, moi je trouve que rêver grand, ça permet aussi de dépasser ses limites parfois. Donc on a ces petits pieds très féminins qui visent la lune, mais qui sont déjà dans une étoile, ou des ballons qui vont s'envoler vers des stratosphères. Donc je te laisse choisir la carte qui te parle et nous dire pourquoi tu choisis celle-là. Alors moi, celle qui me parle, c'est le coquelicot, parce que j'ai grandi, alors pour le coup, parce que qui vient de mes racines, quand j'ai grandi dans ces moments de vie avec, bon, hors cadre, on va dire comme ça, j'étais dans la nature et j'étais dans des champs de coquelicots. Et donc j'avais fait notre cabane avec mon frère au milieu de champs de coquelicots. Et je disais souvent à mon frère, je lui faisais des bouquets, mais je lui disais, tu vois, il vaut mieux les laisser, ne pas les cueillir, parce que dès qu'on les cueille, les pétales se flétrissent. Alors, on va habiter au milieu des coquelicots. Donc, c'est une fleur qui me touche énormément. Et donc, je choisirais cette carte. Et c'est une vraie carte postale, donc tu peux aussi l'envoyer à la personne à qui tu as envie de transmettre peut-être ce moment. Et n'hésite pas aussi, si des profils de femmes te viennent en tête, parce qu'on a à cœur de tirer, on a créé un lien ensemble avec ce moment de partage. Et le but, c'est aussi de transmettre ce lien à d'autres femmes qui auraient des choses à dire, qui auraient envie de prendre la voix, d'impacter d'autres femmes. Donc, ne pas hésiter à nous passer le relais. Je passerai le relais. Et là, on va aller choisir. Alors, je pense que tu vas le choisir, évidemment. On a notre collection de t-shirts et on aurait à cœur de t'offrir un t-shirt. Choisis celui qui te parle le plus. Alors, on en a un rose avec des coquelicots. Peut-être c'est celui que tu vas choisir, comme tu aimes les couleurs. Mais voilà, je te laisserai aller dans le vestiaire et choisir celui que tu veux. Pour de notre côté, ce podcast est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Je vous incite, si vous le souhaitez, à partager
ce podcast à une femme pour qui ces mots échangés avec Stéphanie vont avoir du sens. Et si vous aussi, vous pensez à des femmes qui pourraient inspirer notre audience, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Merci pour ce temps. Merci infiniment, merci Stéphanie. à toi aussi. Et je te laisse aller chercher dans le vestiaire le t-shirt qui va te plaire. Après, il y a des formes plus ou moins oversize. Là, on rentre dans... Mais je crois que tu as un parcours dans la mode aussi, Stéphanie. Alors, On n'en a pas parlé. Non, mais j'aurais tellement aimé. Ah, tu Mais vois, non. j'avais cru Non, comprendre. non, j'adore. Je vais prendre celui-ci. Tu vois, je t'ai peut-être induit du coup. Non, pas du tout. Non, tu m'as pas Ah. induit. Non, j'aurais adoré. Mais non, je n'ai pas de parcours dans la mode. Mais Bon, j'aurais adoré. écoute, tu vas être une merveilleuse ambassadrice en tout cas. Merci beaucoup. Merci.